quand est-ce que tu peux te dire que c'est pertinent de commencer à retravailler les changements de direction avec ton patient qui se serait fait opérer du ligament croisé antérieur? Si cette question t'intéresse, eh ben bravo, tu as cliqué au bon endroit parce que c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Alors, première slide, comme d'habitude, je la montre parce que, oui, j'en suis fier, je la trouve jolie. C'est le petit fond vert, la petite image, de chirurgien qui va aller découper, en fait, un modèle anatomique. Sorry, c'est pas, c'est pas un vrai genou. Mais donc voilà. Plus sérieusement, ici, je vais toujours prendre appui, comme d'habitude, sur de la littérature et ce sera Aspetar aujourd'hui qui sera à l'honneur. Donc Aspetar, si tu ne connais pas, c'est un énorme complexe, un énorme, je ne sais même pas comment je pourrais définir ça, une énorme organisation qui fait énormément de recherches autour de plein de sujets, notamment la kiné du sport. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur les ligaments croisés antérieurs. C'est vraiment passionnant. Je t'invite à aller voir leur site. Ils publient souvent des ressources gratuites, des articles gratuits, des articles que ce soit en PDF ou ici, tu vois, je t'ai mis un petit print screen sur le site directement. Vraiment, c'est de la dentelle, comme on pourrait dire. Mais du coup, voilà, petit rappel, voilà, changement de direction, oui, c'est le mécanisme clé dans les lésions du ligament croisé antérieur. Encore une fois, je ne vais pas te refaire un cours de physiopathologie de machin. Je considère que tu l'as acquis, ou en tout cas que ce n'est pas ici que tu vas l'apprendre, parce que voilà, je n'ai pas envie de redire encore certaines choses qui sont déjà énormément présentes sur YouTube, même si ça peut arriver. Donc, changement de direction, mécanisme clé dans les ligaments croisés antérieurs, d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Ici, tu vois que j'ai marqué déficit persistant post-chirurgie concernant le CNM, contrôle neuromusculaire, oui. On se permet des petites abréviations, c'est cadeau. La co-contraction, oui, le petite bulle là, contraction, et l'explosivité. Donc, en gros, on se rend compte, et c'est ça qui est embêtant avec les rééducations du ligament croisé antérieur, c'est que les déficits, ils persistent hyper longtemps après la fin de l'opération, et même lors du retour au sport. Donc, même quand le kiné ou la kiné a dit « Ok, tu as mon go, tu peux retourner sur terrain, etc. », tu prends les athlètes, tu fais « Hop, tiens, toi Michel, on va te faire un petit test. Tiens, et ben en fait, tu as un déficit avec les quadris, avec les ischios, tu as un déficit d'explosivité, tu sautes moins haut à gauche qu'à droite. » Bref, il y a des déficits un petit peu dans tous les sens selon les joueurs. Il y en a évidemment qui s'en sortent sans déficit majeur, mais la plupart du temps, malheureusement, on retrouve quand même ces déficits, d'où l'importance de quand même accentuer encore ce travail de changement de direction et ces drills un petit peu qu'on peut voir, tu peux voir ça d'ailleurs sur YouTube, etc. Vraiment des drills pour apprendre à une bonne biomécanique au niveau du changement de direction, en tout cas une biomécanique efficiente. Ça va garantir tout simplement des meilleurs changements de direction, plus rapides, et pouvoir créer de la distance, par exemple, avec l'opposant, si c'est par exemple au foot, etc. Bref, on ne va pas commencer à s'étaler sur le sujet parce qu'on a 7 critères à valider selon les auteurs ici avant de pouvoir débuter ce travail de changement de direction. Bon, je l'ai fait simple aujourd'hui, un critère par slide. Un critère par slide. Et puis, voilà, on va parcourir les slides ensemble. Et je vais essayer de t'expliciter un petit peu quand il y a lieu d'être. Parfois, il n'y a pas besoin. Donc, bref. Alors, premier critère, être à au moins plus de 4 mois post-opératoire s'il n'y a rien à signaler, ou plus de 5 mois si le patient il a moins de 18 ans, le patient ou la patiente a moins de 18 ans, ou si c'est une révision chirurgicale. Donc, si ton patient il a dû repasser au bloc parce que son croisé était comme ceci, comme cela, il y avait des lésions associées, des machins, eh ben, tu entres dans ce délai un petit peu plus long, et donc il faudra attendre potentiellement 5 mois. Mais tu vois que déjà, dans la plupart des cas, à partir de 4 mois post-opératoire, tu peux commencer à y penser. Mais ce n'est pas le seul critère. Comme tu vois, j'ai mis critère numéro 1 à droite. Il y en a 7, donc on va les passer en revue. Donc tu ne peux pas te baser uniquement sur la temporalité. Ce serait trop facile. Et en plus, la vidéo serait plus courte. Du coup, c'est chiant. Alors, deuxième critère, une extension symétrique et une flexion de genou plus haute que 130 degrés. Ou plus, ouais, donc plus haute ou plus, en fait, ça veut dire la même chose, bref. Donc ça, c'est des critères en fait, que tu retrouves énormément dans plein de critères de retour au sport, même tout au long de la réhab. L'extension complète est capitale à retrouver. C'est même la première chose que tu dois retrouver chez ton patient qui vient te voir après une opération du croisé.
parce qu'en fait, ça va lui permettre de verrouiller son quadri, ça va lui permettre de prendre mieux appui sur son genou et de pouvoir faire plein d'autres choses après, d'avoir une marche sécuritaire, enfin bref, plein de choses. C'est vraiment l'extension de genou, c'est vraiment la clé de voûte l'extension de genou, c'est vraiment la clé de voûte d'un bon début de rééducation de ligament croisé antérieur. Donc ça, c'est vraiment un truc que tu dois garder en tête. C'est pour ça qu'on insiste tant. Autant la flexion, elle se récupère généralement un peu toute seule. Je ne dis pas que tu dois plus jamais la bosser, mais ça se récupère quand même plus ou moins tout seul. Tu vois, c'est avec le temps, en faisant du squat, etc., ça va bien se récupérer. Tu peux difficilement la contourner. L'extension, le patient, il peut trouver des stratégies pour pas trop l'utiliser, etc. Et donc, c'est un peu plus touchy. Et surtout que l'extension, tout comme la flexion, mais encore plus l'extension, elle est conditionnée par plusieurs choses. Par le gonflement du genou, par l'état inflammatoire du genou, du coup, avec comme résultante le gonflement, la douleur, et aussi, ça dépend un petit peu du type de greffon, mais par les spasmes des ischio-jambiers derrière. Donc, quelqu'un qui a un DIDT, donc où on a été prélevé dans les ischios pour faire la greffe du nouveau greffon, en fait, il va souvent présenter un spasme derrière, réflexe de ces muscles ischio-jambiers. Et si tes muscles ischio-jambiers se rétractent un petit peu par spasme, par protection, tu as un genou comme ça. Voilà. Et donc, tu as un genou comme ça parce que forcément, tes ischios ici tirent. Et donc, il va falloir essayer d'aller un petit peu les détendre aussi, que ce soit via du travail excentrique, via des co-contractions, pour venir un petit peu épuiser ces ischios pour qu'ils se relâchent. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je m'évade un petit peu. Mais donc voilà, extension symétrique, hyper important. On ne parle pas spécialement de l'hyperextension, mais l'extension symétrique, déjà, 0 degré, hyper important. Et hyper important aussi pour lutter contre l'inhibition du quadriceps. Et j'en ai pas parlé juste avant, j'aurais dû, mais un facteur qui va limiter l'extension, c'est le fait que le patient, après une opération, va pas savoir contracter son quadriceps comme d'habitude. Il va avoir ce qu'on appelle une inhibition arthrogénique du muscle quadriceps. Un mot compliqué, pour pas dire grand-chose au final, c'est simplement un phénomène qui fait que la connexion cerveau-muscle, elle se fait un petit peu moins bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour rester simple, c'est vraiment le fait que tu lui demandes de tendre la jambe, tu vas voir qu'il va le faire, mais il va compenser en fait avec plein de muscles, tout sauf son quadriceps et notamment son vaste médial. Donc, la flexion plus de 130 degrés, en principe, ça c'est plus ou moins bien acquis. C'est surtout l'extension ici qui est parfois un peu plus compliquée à récupérer. Et garde toujours en tête que le préopératoire est hyper important. Donc, si tu as un patient, si tu as la chance de voir ton patient en préopératoire, charbonne le renforcement musculaire et aussi récupérer l'extension au maximum sans inflammer le genou, parce qu'il n'y a rien de pire qu'arriver à une opération avec le genou enflammé, gonflé, etc. Ça, c'est le pire. Ou avec le déficit d'extension. Souvent, quelqu'un qui manque d'extension avant l'opération va en manquer après. Donc, et ça va être galère à retrouver. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas la retrouver, mais ça va être galère. Donc voilà, vraiment, travaille cette extension avant l'opération pour pouvoir avoir une belle extension après l'opération. Parce que si tu manques d'extension avant l'opération, tu en manqueras probablement après l'opération. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, c'est plus de travail et ça n'arrange personne au final. Du coup, bref, si je m'étale comme ça à chaque critère, la vidéo va durer 2 heures. Critère numéro 2, donc extension symétrique et flexion 130 degrés. Critère numéro 3, il faut un genou indolore et pas de gonflement après l'activité. Donc en fait, il faut simplement un genou qui, c'est logique, qui tolère l'activité. Un genou qui gonfle après l'activité ou qui fait mal, c'est un genou qui n'est pas prêt. Et c'est un genou qui ne tolère pas encore la charge qu'on lui a imposée. Et donc la meilleure réaction à ça, c'est pas de tout couper, mais c'est de faire un petit peu moins la fois d'après. Donc ça, c'est important. Il faut que tout ce que tu proposes au patient avant de travailler ces changements de direction, tout ça aille bien. Ça va. Donc hyper important de monitorer à chaque séance. Personnellement, mes questions usuelles après chaque séance de kiné croisée, c'est OK, quand je le revois, donc si j'ai vu la personne le lundi et que je la revois le mercredi, je dis OK, comment c'était après la séance? S'il me dit ça a été ou machin, je fais OK, est-ce que tu as gonflé? Est-ce que tu as eu mal? Voilà, c'est les 2 questions vraiment pour moi hyper importantes. Et puis je regarde l'amplitude articulaire, etc. pour voir s'il n'y a pas de perte, parce que parfois il n'y a pas de douleur, mais tu vois qu'il y a un petit flessum, donc ça il faut se méfier. Mais donc voilà. Indolore et pas de gonflement après l'activité. Ensuite, critère numéro 4. Plus de 75% de symétrie de force, donc quand tu testes les quadris et les ischios, et plus de 90% de symétrie de force entre les 2 abducteurs et entre les 2 adducteurs.
Donc ici, on ne parle pas de ratio encore, on parle juste, ben voilà, tu testes le quadri à gauche, tu testes le quadri à droite et tu compares les deux. Il faut quand même qu'il y ait déjà une bonne symétrie entre les deux. Donc tu vois qu'on n'est pas encore trop sévère pour la symétrie de force quadri ischio. 75%, c'est quand même atteignable. Par contre, on l'est plus sur les abducteurs et les adducteurs, tout simplement parce qu'ils vont être énormément en jeu lors des changements de direction, vu que tu vas devoir, enfin le patient va devoir repousser le sol d'un côté ou de l'autre. Et donc, ça fait appel à énormément de force, en fait, dans ces groupes musculaires-là. Et on est déjà au critère 4. J'ai été plus vite pour les 2 derniers critères que pour le 2 tout seul. Ici, critère 5, eh bien, on parle encore de symétrie, mais cette fois-ci plus dans des activités explosives, on va dire, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas qui font appel à des capacités un petit peu plus oui, explosives, pliométriques, mais pas tellement, parce que le drop jump et le counter movement jump, c'est pas pliométrique à proprement parler, mais voilà, ça se rapproche. Et donc, plus de 75% simplement de symétrie dans le drop jump. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il fait un drop jump à droite comparé à gauche, eh ben, il faut qu'il y ait moins de 75% d'asymétrie, moins de 25% du coup d'asymétrie entre les deux. Et idem pour un counter movement jump unipodal. On peut mesurer quoi? Ben, soit via une application comme MyJump 2. Je n'ai pas d'action envers l'application, mais je l'utilise vraiment beaucoup et je la trouve vraiment géniale, qui va en fait te donner la hauteur de saut, la puissance, le temps de contact au sol, bref, plein de petites informations qui sont hyper facile d'accès en fait grâce à ce genre d'application et qui ne t'oblige pas à aller dans un labo ou avoir des trucs à 40 000 boules. Là, c'est une application qui coûte, je ne sais même pas, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros. Et en fait, tu peux déjà faire énormément. Et elle a été validée dans la littérature comme étant quand même fiable par rapport aux données qu'on retrouverait si on mettait l'athlète dans un labo pour faire les mêmes mesures. Donc, c'est quand même intéressant. Faudrait que je demande un code promo pour MyJump, tiens, parce que, ouais, voilà. Faudrait que je demande un code promo, parce que ça me ferait plaisir de faire la promotion de cette appli, parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien faite. Voilà, c'est tout pour moi. Critère 6, eh ben, 6 fois, je commence direct maintenant, être capable de faire 6 fois 200 mètres à 16 km/h si ton patient c'est un athlète ou une athlète, ou faire 6 fois 200 mètres à 12 km/h si ton patient c'est une sportive ou un sportif. Donc ici, tu vois, on fait déjà la distinction entre un athlète et un sportif ou quelqu'un un sportif récréatif, ou voilà, ça peut être quelqu'un de sédentaire qui va de temps en temps faire du sport. C'est peut-être un petit peu moins important pour ce type de profil, parce qu'il y a moins de chances que ce genre de personnes fassent des changements de direction. Enfin, en tout cas, pas à cette intensité qu'on retrouve peut-être dans le sport. Mais donc voilà, 6 fois 200 mètres, donc en fait, être capable de courir quand même assez vite, 16 km/h, c'est pas rien, c'est pas Usain Bolt, mais c'est pas rien quand même, à 16 km/h, donc c'est vraiment des sprints répétés. Ce qui est intéressant, parce que pour par exemple les sports intermittents, ou en tout cas les sports où il y a beaucoup d'accélération et puis de calme, je pense par exemple au foot, au rugby, etc., c'est des choses où ça peut être très intéressant en plus comme exercice. En fait, les tests peuvent devenir des exercices. Ici, on parle de tests, mais ce genre de drill, ça peut très bien être un exercice aussi intéressant pour ton patient si ça rentre dans ses objectifs et dans ses attentes sportives. Donc ça, c'était le 6e critère. Ensuite, on va passer au dernier critère. Eh bien, le 7e critère, tu devais peut-être te dire, mais tiens, on n'analyse pas la qualité du mouvement. Eh bien, si. Donc, qualité de mouvement, que ce soit en squat ou en atterrissage unipodal multidirectionnel. Donc, ton patient, il doit être capable d'atterrir sur une jambe, de face, de profil, de dos, etc. Et que ce soit quali. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, est-ce qu'il amortit bien le mouvement? Est-ce qu'il n'atterrit pas avec un stiff landing, donc vraiment avec une extension du genou, mais loqué? Est-ce qu'il va un petit peu quand même chercher dans sa flexion de genou? Est-ce qu'il arrive un petit peu à engager ses hanches vers l'arrière quand il atterrit pour venir amortir et faire vraiment cet effet, on va dire, ressort? Ça, c'est des choses qu'on regarde. Est-ce qu'il y a aussi des valgus dynamiques? Est-ce que le genou part vers l'intérieur? Est-ce qu'au niveau du pied, est-ce qu'il arrive quand même à contrôler? Ou est-ce que vraiment son pied fait ça sans cesse? Est-ce qu'il arrive à bien s'ancrer au sol? Tout ça, c'est des choses quand même assez importantes à prendre en compte. Et aussi, une poussée latérale symétrique lors des crossovers.
Ça, je te mettrai, tiens, une petite vidéo parce que j'avoue que j'aurais dû y penser. Je la mettrai au montage. Une petite vidéo de ce que c'est un crossover. Je ne sais pas te le montrer ici parce que hein, chez moi, c'est un peu compliqué et je risque de tout casser. Mais voilà, en gros, il faut vraiment. Le crossover, c'est vraiment une décomposition de ce mouvement de poussée latérale que tu peux avoir en fait dans un changement de direction qui est crucial. Et donc, ça va être intéressant d'avoir une poussée symétrique tout simplement. Et donc voilà. Ici, ça clôture un petit peu le critère 7. Je vais revenir à la... Hop, hop, encore, encore. Et donc, ici, tu as vu au travers de ces 7 critères que ben, ça pouvait être intéressant de les noter quelque part et d'avoir toujours ça en feuille de route quand tu es face à un patient où tu te dis, bon, est-ce qu'il serait temps d'entamer les changements de direction? Parce qu'on est de plus en plus dans une logique où on conseille d'aborder les rééducations du ligament croisé antérieur via des critères et non plus par temporalité. Avant, on disait à 3 mois, tu fais ça, à 4 mois, tu fais ça. Ici, tu vois que ces critères, c'est un mélange de temporalité. On te suggère qu'à partir de X mois, tu peux commencer, mais il y a tout un tas de critères avant à valider, plus faisant appel aux capacités physiques de l'individu, etc. Et donc ça, c'est, je pense, toujours important d'avoir sa liste de petits critères quand tu as un ligament croisé antérieur en prise en charge pour savoir et pour t'orienter, parce que sinon, c'est un peu. Tu joues un petit peu au petit bonheur la chance, alors ça peut très bien se passer, mais ça peut parfois aussi mal se passer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, entre guillemets. Comme d'habitude, si ça te plaît, etc., ben, n'hésite pas, montre-moi ton soutien. Mais comment, tu vas me dire? Petit like, petit partage, petit commentaire, tout ce que tu veux, n'importe quoi. Moi, dès que je vois une interaction avec vous, je suis déjà hyper content. Même si c'est juste pour mettre un pouce, je suis déjà content, hein. Et donc voilà, si tu as des remarques, des questions, vraiment, t'hésite pas, que ce soit ici ou sur Instagram. Bon, j'ai toujours mis mon compte Instagram, Castel Physio, sur chaque vidéo. Donc, je pense qu'il faut être aveugle pour pas l'avoir vu. Mais au cas où tu es quand même un petit peu aveugle, je te le redis. J'ai rien contre les aveugles, hein, mais donc voilà. Si jamais tu veux venir me suivre aussi sur Instagram, vraiment, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis ben voilà. Si jamais même, petite impro ici aussi, hein, mais si jamais tu as des thématiques que tu aimerais que j'aborde, quelles qu'elles soient, tu peux toujours me l'envoyer soit par message privé ou ici par commentaire. Je lis tous les commentaires s'il y en a. Et, euh, et donc ça, voilà, vraiment ça, n'hésite jamais. Je suis toujours friand de nouvelles idées aussi. J'ai mon petit paquet d'idées, mais j'écoute également les vôtres. Donc voilà. Mille merci pour votre soutien ici et sur Insta en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.